Chers amis auditeurs des Bulles dans le bocal, bonjour, heureux de vous retrouver. Autour de la table, Charlie, Bernard, Patrick qui fera le micro et les manettes et moi-même. Nous allons continuer notre émission sur l'Union européenne. Et la première question que je pose à mes compagnons et non moins camarades, c'est est-ce que l'Union européenne, c'est vraiment la paix? Messieurs, votre avis? C'est intéressant parce que il y avait un article dans la Dépêche dernièrement sur les deux hommes qui ont été tués pour sauver deux otages. Je n'ai rien contre. Je veux dire, je suis toujours contre la prise d'otages parce que je considère que tout le monde a le droit de pouvoir vivre et circuler librement dans le monde entier. Mais on a fait tout un baratin. Et qu'est-ce que c'était ces gens-là? Et il faut quand même, parce que quand on nous dit que l'Europe, c'est la paix, et qu'avec l'Union européenne, il n'y aura jamais de guerre, eh bien, ces commandos étaient en ligne directe avec le commando Kieffer, qui est la première unité spéciale de la France libre, créée en 1942, dont l'histoire, je cite toujours la Dépêche, dont l'histoire accompagne l'histoire avec un grand H. Dans le canal de Suez, vous vous rappelez les événements du canal de Suez, aux Comores, au Liban, au Koweït, en Bosnie, en Afghanistan, en Libye, au Burkina Faso, les hommes qui composent cette unité d'élite prestigieuse, la fierté de la France, très sélective, ont souvent joué un rôle aussi déterminant que secret au service des intérêts de la France. Voilà à qui la République a rendu hommage l'autre jour. Ces gens-là qui ont intervenu dans ces guerres de rapines, voilà ce que c'est l'Europe. C'est l'intervention, rappelez-vous, en Libye, où on a vu le service, l'armée française et ces services-là intervenir, mais pour qui et au compte de quoi? C'est la même chose quand la France est intervenue dans la guerre du Golfe en 91, dans la guerre du Yougoslavie en Europe, en 2000 dans la guerre de l'Afghanistan, la seconde guerre du Golfe en 2016 et en 2013 au Yémen, où aujourd'hui encore l'Arabie Saoudite, on le vend des armes et il massacre des centaines de milliers de civils. Voilà, sans parler, je n'ai pas les éléments en main, ces mêmes individus ont participé, ou en tout cas, dans le massacre au Rwanda des Houthis, ils ont été présents, intervenant ou pas, c'est autre. L'histoire le dira parce que tout ressort. L'histoire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ressort à peine, et le rôle que Mitterrand aura joué dans ces massacres. Voilà ce qui est la paix européenne. Oui, alors évidemment, l'Union européenne, elle est composée d'États. Et bon, tu as parlé beaucoup de la France, effectivement. Au sortir de la guerre, puisque tu es revenu en 1942, c'est quand même intéressant que il y ait eu... la résistance a fait un boulot extraordinaire. Et puis, aussitôt après la guerre, les pays colonisés comme l'Algérie ont pensé que la liberté qui était retrouvée en France, ce message-là, il pouvait les concerner. Et puis, il y a eu le massacre de Sétif en Algérie. Et c'était des milliers de morts bombardés. Hein. Et puis, il y a eu la guerre d'Indochine. Hein. Je pense qu'avec des débuts de ce type-là, ce qui s'est passé après n'est pas trop étonnant. Hein. C'est vrai qu'en Yougoslavie, par exemple,
l'Union européenne n'a pas eu un rôle très clair. Hein. Il n'y a pas eu d'entente entre les États, puisque la France soutenait d'abord la Serbie, qui avait l'appareil militaire de la Yougoslavie, et puis l'Allemagne a soutenu la Croatie. Et la guerre a pu commencer. Ça n'était pas un facteur de paix en Europe, hein, parce que là, on est en Europe. Hein. Voilà un élément. Sur cette question, donc là, parce que pardon, c'est vrai que aujourd'hui, en gros depuis 1965, on nous explique que grâce à l'Europe, il y a la paix. On n'a pas de guerre chez nous. Comme l'a dit Charlie, les guerres, on va les faire ailleurs. Mais ce discours est fallacieux parce que on emmène des gens qui sont naturellement opposés au conflit en disant mais il ne faut surtout pas bousculer l'Europe puisque cette Europe est censée être protectrice et amener la paix. Mais donc tu parles de la Bosnie, de la guerre avec le French Doctor qui a inventé le fameux droit d'ingérence. Hein, comment il s'appelle? Kouchner. Voilà, je cherchais. Kouchner. C'est quand même, au départ, un gros pipeau. C'est comme un peu quand l'autre, il avait découvert les armes de destruction massive. On fait une guerre à partir d'un mensonge. Aujourd'hui, on dirait une fake news, un truc comme ça. Une fausse... Merci, il est du tonnerre, ce verre-là. Donc, je veux dire, ça, c'est comment peut-on parler de paix quand on a des gouvernements qui mentent, qui trichent, et qui, de toute façon, comme l'a dit Charlie, ce qui les motive, c'est d'abord leurs propres intérêts. Ces sacrées guerres permettent quand même de vendre nos bombes qui, apparemment, si on les utilise correctement, ne devraient pas tuer des innocents. Mais ce qui est remarquable, c'est que le budget dans tous les États de l'Union européenne pour l'armement a augmenté. A augmenté premièrement parce que celui des États-Unis s'envole. Je ne m'en souviens pas le chiffre exact, mais c'est énorme. La France passe, l'OTAN a demandé 4% d'augmentation, ce qui a lieu, et pour la première fois, c'est historique, l'Allemagne s'engage également dans la course aux armements. Donc, aujourd'hui, le premier moteur de l'économie mondiale est la course aux armements. Mais il n'y a pas de plus-value si ces armes on ne s'en sert pas. C'est voilà pourquoi l'impérialisme américain à travers de l'OTAN qui demande à tous ses alliés de le suivre, et on voit que supposons sur la guerre, le transport du porte-avions américain qui est aujourd'hui au Moyen-Orient par rapport à l'Iran, les frégates qui suivent et qui sont de tous les pays, il y en a une qui a fait demi-tour. C'était la frégate espagnole qui a dit nous sommes pour les actions préventives, mais nous sommes surtout pour ne pas provoquer et commencer les premiers. Et elle a fait demi-tour. Donc effectivement, en disant effectivement les Américains, ce n'est pas pour défendre quoi que ce soit, c'est pour propres intérêts, comme ils ont fait au Venezuela. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital américain veut imposer et il veut demander à travers l'OTAN que l'Europe, la France, l'Allemagne et l'Angleterre s'engagent dans ce cadre-là. C'est intéressant quand même que l'OTAN, qui devait se dissoudre après la disparition de l'URSS, continue à fonctionner, évidemment toujours dans l'intérêt des États-Unis. Hein. C'est intéressant aussi de savoir que depuis Sarkozy, la France, qui n'était pas dans l'OTAN, y est retournée. Hein. Et que cet élément-là, ça aggrave la situation de tension dans le monde. Hein, L'OTAN, c'est l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je voudrais revenir sur l'industrie d'armement, parce que, effectivement, ce qui se passe au Yémen, ça pose d'autres problèmes que directement le problème économique, où on a un gouvernement qui défend à tout crin l'industrie d'armement française, qui occupe la troisième place, je crois, et qui nie, évidemment, par la voix de son ministre, Madame Parly,
hein, qui nie complètement un usage dangereux des armes. Nos canons César ne tuent pas, évidemment. Non, ils font le tri entre les pas. civils Non, et les ça tue militaires, pas. hein, c'est très clair. Mais le rapport qui a été publié, alors ça pose un autre problème de démocratie, puisqu'on a beaucoup parlé de démocratie dans la dernière émission. C'est gravissime, hein, mais je n'ai plus le nom du groupe de journalistes qui a publié le rapport du ministère de la Défense qui analyse très précisément les armes qui ont été vendues, notamment au Yémen, et leur usage, et qui évidemment contredit totalement les propos du gouvernement français. Et ces journalistes-là sont attaqués, et il y a une enquête qui est menée pour qu'on trouve leurs sources. C'est-à-dire une remise en cause de la démocratie des journalistes, de l'indépendance, des journalistes. Ça, Bernard, quand on le voit dans les manifestations, à chaque fois qu'on y participe, je parle des manifestations quand on revendique c'est un élément de plus, de conserver nos droits. Je ne parle pas des manifestations de ceux qui le font le samedi. Les violences et la violence d'État est devenue quelque chose de commun. On a commencé à voir cela il y a 3-4 ans, quand on s'est bagarré contre la loi travail. Hein, les flics étaient quand même de plus en plus agressifs. Et quand on parle d'armes, vous parlez d'armes effectivement qui sont vendues à l'Arabie Saoudite pour tuer au Yémen. Vous avez vu dans le Canard enchaîné d'il y a 2 semaines à peu près, le fameux LBD 40 est considéré comme une arme de guerre quand même. Hein. Il est classé comme arme de guerre. Et ça pose quand même un gros problème concernant la violence d'État actuellement dans un pays qui se dit démocratique. Je pense que la Ligue des droits de l'homme a communiqué plusieurs fois là-dessus. On sait de quoi on parle. C'est toute la question qui disons, sur la question est-ce que l'Europe nous apporte la paix, et sans cette Europe, on serait en guerre, mais on est en guerre aussi. C'est une guerre économique. On veut mettre les peuples les uns contre les autres. Je vais lire un passage de Jaurès sur la question de la guerre qui me paraît assez intéressant. Voilà. La racine de la guerre ne sera arrachée que lorsque le capitalisme lui-même aura été déraciné. Oui, c'est la grande vérité socialiste. Oui, dans ce monde capitaliste, il y a une guerre permanente, éternelle, universelle. C'est la guerre de tous contre tous, des individus contre les individus. Dans les classes contre les classes. Dans les nations contre les nations. Les races contre les races. Dans l'humanité, le capitalisme, c'est le désordre, c'est la haine, c'est la convoitise sans frein. C'est la ruée d'un troupeau qui se précipite vers le profit et qui piétine la multitude pour y parvenir. Voilà ce que Jaurès expliquait, oui. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes de faire d'estorquer la plus-value. Et une de celles, c'est la guerre, mais il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est voilà pourquoi l'Union européenne, pour le moment, n'a pas besoin de faire la guerre physique, c'est-à-dire détruire, assassiner des gens, mais il mène une guerre pour que toutes les conquêtes du mouvement ouvrier soient détruites. C'est la même guerre qui est menée à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, à propos de ta citation de Jaurès, ça me fait très plaisir d'écouter Jaurès tel qu'il est, parce qu'il y a beaucoup de mollassons qui citent Jaurès à tour de bras et qui n'ont pas cette position très claire par rapport au capitalisme. Je pense que je voulais terminer cette petite sur la guerre par rapport à l'Europe, parce que ça me paraît répondre parfaitement. On ne va rien inventer. Jaurès l'a dit, et je veux dire, c'est vraiment la réalité, c'est-à-dire que sans arracher
sans détruire le capitalisme, eh bien, tout ça continuera. Oui, et puis quand on parle de guerre, avant tout, c'est la violence, quoi. Hein, la conséquence de la guerre, c'est la violence, et tu as tout à fait raison. La violence économique est aussi, on est dans une guerre économique. La violence qui est infligée à tous les peuples d'Europe par la mise en compétitivité des différents pays, ça fait partie aussi du leurre qu'on essaye de nous vendre comme quoi l'Europe est pacifiée. L'Europe n'est pas pacifiée. D'ailleurs, si elle était pacifiée, on n'aurait pas tous ces nationalismes qui sont en train de monter, justement, suite aux différentes violences sociales qui existent dans ce pays, quoi. Dans tous les pays même d'Europe. D'ailleurs, quand, je n'ai plus la date précise, mais quand l'Union européenne a décidé d'intégrer un certain nombre de pays pour en arriver à l'Europe des 25, ça a été très clairement contre les salariés de l'Union européenne, hein, puisque les pays qui étaient intégrés avaient des très bas salaires. Ben oui, j'entendais hier le SMIC en Bulgarie est à 340, 350 euros. Alors comment veux-tu, dès l'instant où les frontières sont ouvertes pour la libre circulation des travailleurs, donc quand ces gens viennent travailler pour un salaire modique dans des pays où le SMIC il est à 1200, enfin 1400 euros, tu ne peux pas t'aligner sur ce genre de choses. La première chose à faire, ce serait peut-être effectivement un salaire européen, mais ça, faudrait-il que l'Union européenne existe réellement. Elle n'existe pas pour le moment, ce n'est qu'un leurre aussi. Si, c'est économique, je crois que là, capitaliste. L'Union européenne existe bel et bien. Oui, pour les capitalistes. Voilà. Le problème, c'est que cette Union européenne n'est pas la nôtre. Tout à fait. Cette Union européenne a été constituée en 1947 au moment du plan Marshall pour s'attaquer aux conquêtes. Et pourquoi ils l'ont fait ? Ils l'ont fait parce que la bourgeoisie française et allemande n'étaient pas dans la capacité d'enrayer la montée révolutionnaire en Europe. Et il fallait un corps supranational pour essayer effectivement au-dessus, c'est ce qu'on appelait, Trotsky appelait ça le bonapartisme, c'est-à-dire un organe au-dessus des partis, au-dessus des classes, qui puisse à un moment donné décider sans demander l'avis à personne. Je pense qu'il serait bien de rappeler ce que vous aviez dit lors de la première émission. Qui sont les créateurs de l'Europe ? Schuman, Monnet. Alors, Jean Monnet, oui. Qui était Schuman ? Qui était Monnet ? Schuman, c'était un démocrate chrétien, et la démocratie chrétienne en Europe a été un des moteurs de l'Europe, parce qu'ils étaient, entre guillemets, ce qu'on appelle atlantistes, c'est-à-dire favorables aux États-Unis, et pas à n'importe quels États-Unis, au capital américain. Hein. Et puis, Jean Monnet était, oui, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, c'était un homme d'affaires, un banquier franco-américain, et comme je disais, plutôt américano-français. Et la manière dont il a commencé à constituer l'Europe, c'était d'abord par le biais économique, mais surtout pas par le biais social. Chers amis auditeurs, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après pour continuer notre émission. Tant où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté, mais